suis M. Valentin, professeur formateur en audit et stratégie. Je suis en face de moi la deuxième séance sur l'audit et stratégie. La deuxième séance que je vais présenter devant vous. La première séance, je vous avais présenté le plan du cours. Sur le plan du cours, j'ai parlé de la définition, j'ai parlé de la méthode, également j'ai parlé du type d'audit. C'est là où nous sommes arrivés au niveau de la première séance, les types d'audit stratégiques. Nous avons vu les types d'audit stratégique externe et l'audit stratégique interne. Voilà un peu d'une manière générale de ce qui s'est passé au niveau de la première séance. Aujourd'hui, nous allons voir la suite également au niveau des objectifs d'audit stratégique. Les objectifs. Alors, la première séance, nous avons aussi parlé des objectifs de l'audit stratégique. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la continuité de cette partie qu'on appelle des objectifs d'audit stratégique. Parmi lesquels, nous avons dit ceci. La mission d'audit, là nous parlons des objectifs plutôt, les objectifs d'audit stratégique, étant que nous parlons d'une mission qui consiste à apprécier la pertinence et l'efficacité des choix stratégiques de l'entreprise. Nous avons dit faire l'audit au sein d'une organisation, c'est d'abord la première phase avant d'apporter ce qu'on appelle les stratégies. À titre de rappel, effectuer une mission d'audit recommande des normes à respecter, les lois et règlements. Et également, la mission d'audit est effectuée par une personne qui a la compétence, une personne qui a l'expérience également. Alors, simplement, quand il effectue la mission d'audit, arrivé sur le terrain, il doit évaluer. Normalement, cette évaluation doit se passer au niveau de l'organisation, les techniques et ensuite, regarder réellement les défaillances au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Et ensuite, dans sa mission, il doit présenter ce qu'on appelle un rapport. Ça, c'est la mission d'auditeur quand il arrive sur le terrain. Mais la mission d'auditeur ne peut pas s'arrêter par là parce que après le rapport présenté par l'auditeur, il doit utiliser des stratégies. Pourquoi les stratégies? Les stratégies ont l'objectif pour remonter les défaillances, le dysfonctionnement au niveau de l'organisation. Si l'entreprise a des failles, alors l'auditeur doit présenter les recommandations, doit donner des orientations. Comment faut-il désormais que l'entreprise doit évoluer, l'entreprise doit fonctionner à base des stratégies, le choix stratégique que l'auditeur doit présenter. Donc, l'objectif ici part de l'appréciation, de la pertinence et de l'efficacité des choix stratégiques. Pourquoi cela? Parce que l'auditeur doit donner aux entreprises, aux actionnaires, quel est l'ensemble des stratégies pour apporter de l'amélioration sur la gestion de l'entreprise et ensuite d'atteindre de la performance. Avant de l'atteindre de la performance, nous avons l'efficacité, l'efficience également. Les deux notions de l'efficacité et l'efficience apportent ce que la performance au niveau des objectifs qui sont atteints par l'organisation. Alors, plus loin, nous allons voir également ici la continuité des objectifs d'audit. Nous avons parlé ici, 1. Les résultats obtenus doivent être satisfaits. Ici, les résultats obtenus.
Ça, c'est au niveau de la stratégie. Les résultats obtenus doivent être satisfaits. Satisfaits pourquoi? Parce qu'il faut démontrer réellement l'efficacité et l'efficience de la stratégie pour porter ou donner ce qu'on appelle la concordance du résultat et ensuite des objectifs fixés. Alors, quand on parle de la notion de l'efficacité, résultat de la concordance entre le résultat et les objectifs, ça, nous parlons de l'efficacité. Donc, les résultats, donc la concordance entre le résultat et les objectifs définis. Deuxièmement, l'efficience, les dépenses des coûts obtenus de la performance. Alors, tout cela est apporté au niveau du résultat obtenu, au niveau des stratégies. Deuxième objectif, la stratégie est maîtrisée. Pourquoi la stratégie est maîtrisée? Faire les références aux moyens du contrôle et ont été suffisamment efficaces. Troisièmement, faire des bons choix stratégiques. Les bons choix stratégiques reflètent de la qualité de la stratégie et de la pertinence de la démarche stratégique. Quatrièmement, la conduite de la stratégie à terme du processus est satisfaite. Et cinquièmement, les moyens mis en œuvre pour cette efficacité. Quand on parle des moyens mis en œuvre, vous avez ici les ressources engagées lors de l'exécution des tâches. Je m'explique. Quand on parle des moyens mis en œuvre, ici, nous parlons ici lors de l'exécution des tâches. Les tâches, ici, on prend des moyens mis en œuvre, doit être réellement lié à la stratégie. Apprécier comment les organes de contrôle ou de surveillance des entreprises assurent la responsabilité de fixer les choix stratégiques et les objectifs à long terme. Alors, je vais un peu m'arrêter au niveau d'ici. Apprécier comment les organes de contrôle et de surveillance au sein d'une organisation, il faut d'abord apprécier les organes de contrôle et de surveillance des entreprises qui assurent la responsabilité. Donc, au niveau de l'organisation ici, les services de contrôle et de surveillance doivent apporter chacun d'eux la responsabilité de fixer des bons choix stratégiques. Si les bons choix stratégiques ne sont pas bien orientés au niveau de ces services de contrôle et de surveillance, alors nous ne pouvons pas atteindre l'objectif à long terme. Alors, les services au niveau du contrôle et de la surveillance doivent apporter des bonnes stratégies au niveau de leur responsabilité. L'objectif, c'est quoi? Atteindre les objectifs à long terme. Et enfin ici, évaluer les moyens mis en œuvre tant qu'au niveau des hommes et au niveau des méthodes de travail. Au niveau des hommes, au niveau des méthodes de travail. Pourquoi faire l'évaluation des moyens? Nous faisons l'évaluation des moyens, c'est pour regarder les conditions dans lesquelles le niveau des hommes, on parle des ressources humaines. Ici, il faut évaluer les moyens des hommes ici. Les ressources humaines, on regarde les ressources humaines, le profil des gens qui sont employés sur le terrain, leur qualification, également les méthodes de travail. Est-ce que l'organisation en train de respecter les méthodes de travail mises à la disposition des hommes? Parce que si les méthodes de travail ne sont pas mises correctement au niveau des hommes, alors les hommes qui sont sur le terrain ne pourront pas aboutir à ce qu'on appelle les objectifs au niveau de la stratégie. Voilà un peu ce qu'on pouvait quand même ajouter sur les objectifs de type stratégie. Nous avons également abordé le champ d'intervention de type stratégique. Nous allons aborder le champ d'intervention sur le titre stratégique.
ici, nous allons étudier le champ d'intervention de l'audit stratégique. Champ d'intervention, audit stratégique. Nous allons en parler ici. Pourquoi on appelle ça champ? Ici, nous parlons de champ, on a l'étendue. L'étendue et les limites de l'audit. L'étendue, le site, l'endroit dans lequel l'auditeur doit arriver sur le terrain. Quand on parle l'étendue, il arrive sur le terrain dans l'entreprise. Dans l'entreprise pour effectuer sa mission d'audit. Ça, c'est l'étendue. Donc, sa mission est orientée dans l'entreprise. Ça, c'est l'étendue. Donc, il doit considérer ses périmètres. Les limites. Les limites sont également au niveau de l'organisation, de l'entreprise. Et ensuite, pourquoi les limites? Parce que l'auditeur doit respecter les limites. Les limites dans lesquelles il sert une personne qui a pris mandat et une personne qui est expérimentée dans le métier, il doit respecter les normes, les lois et les règlements de sa mission au sein de l'organisation. Et pourquoi? Parce que pour aller sur le terrain, l'auditeur doit également vérifier ce qu'on appelle si l'organisation est certifiée. Certifiée pour effectuer cette mission. Également, et quand l'organisation est certifiée, l'auditeur arrive pour auditer l'organisation. Ici, il doit aussi appliquer ce qu'on appelle un système de management qui peut être expliqué en 3 ans. Appliquer le système managérial pendant 3 ans pour effectuer cette mission au niveau de l'étendue et des limites. Alors, les champs d'intervention de l'audit que nous pouvons citer ici, nous avons ici l'audit stratégique, c'est l'une des champs. L'audit opérationnel, c'est l'une des champs également. L'audit technique et l'audit budgétaire. Alors, ce sont des champs que l'auditeur doit arriver pour effectuer les missions. Quand on parle de l'audit stratégique, ici, consiste à apprécier la pertinence et l'efficacité des choix stratégiques. Ici, l'audit stratégique consiste à apprécier la pertinence. L'appréciation ici par des faits examinés, des faits, excusez-moi, des faits examinés au niveau de l'organisation. Ensuite, quand il y a des défaillances au niveau du dysfonctionnement de l'organisation, c'est un point à remarquer. Alors, l'auditeur doit regarder et apprécier ce dysfonctionnement. Et ensuite, maintenant, apporter des recommandations sur les choix stratégiques qui peuvent apporter des objectifs futurs, des bons choix stratégiques. La vision ici de l'audit stratégique, c'est apporter des recommandations pour l'avenir. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Qu'est-ce que l'entreprise peut pratiquer pour apporter des objectifs viables dans l'avenir, donc long terme? L'audit opérationnel. Ici, quand on parle de l'audit opérationnel, consiste à apprécier, faire de l'analyse, toutes les actions de l'entreprise. Faire l'analyse sur toutes les actions de l'entreprise et évaluer de façon dont les objectifs sont atteints. Alors, pour atteindre les objectifs ici, l'audit opérationnel consiste d'abord à faire l'analyse
des actions. On commence par l'analyse au niveau de toutes les actions. Deuxièmement, on fait l'évaluation des actions. Parce que si on ne fait pas l'analyse au niveau des actions, nous ne pouvons pas faire une évaluation. Avant de faire une évaluation, nous allons faire d'abord l'analyse. Est-ce que l'organisation, pendant son fonctionnement, au niveau de ses actions, ont abouti à un objectif viable? Ça, c'est le constat fait. Et ensuite, maintenant, les objectifs sont présentés, les résultats du fonctionnement au niveau des actions sont présentés. Nous pouvons faire une évaluation de ces actions. L'évaluation est faite au niveau du résultat présenté. Si le résultat est viable ou pas, alors nous pouvons regarder réellement que oui, les objectifs sont atteints. Donc, à travers l'analyse des opérations et l'évaluation, nous pouvons apporter réellement le résultat des objectifs atteints. Ça, c'est ce qu'on appelle l'audit opérationnel. Donc, l'audit opérationnel aboutit d'abord à l'analyse des opérations, première phase. Deuxième phase, l'évolution de ces analyses au niveau des actions de l'organisation et regarder le résultat présenté. Si le résultat apporte des bons objectifs qui sont fixés par l'organisation, c'est grâce à l'audit opérationnel. Nous sommes sur le terrain. L'audit technique. Quant à l'audit technique, ici on parle des processus et des méthodes. Processus et méthodes. Processus et méthodes mis en œuvre par les personnes qui sont les auditeurs pour évaluer et analyser. Alors, ici, quand on parle d'audit technique, nous avons ici les auditeurs. Les auditeurs. Les auditeurs, ce sont les responsables qui doivent apporter des processus de l'audit. Ils doivent apporter la méthodologie du travail pour la mise en œuvre du travail ou de la mission effectuée sur le terrain. Voilà le travail technique. Quand on parle du travail technique, l'audit technique, là on regarde le travail qui sera effectué par les auditeurs sur le terrain. Leur travail sur le terrain, la mission de l'auditeur sur le terrain, c'est évaluer ou analyser. Quand ils arrivent sur le terrain, ils font l'audit. Ils font l'audit de l'organisation en utilisant le processus et les méthodes. Donc, le processus, comment faut-il démarrer une mission d'audit de la première phase à la dernière phase? Les méthodes employées sur le terrain également. Donc ça, c'est au niveau de l'audit technique. L'audit budgétaire. Et enfin, quand nous allons parler de l'audit budgétaire, c'est établi dans le cadre du contrôle de la gestion en place et de l'établissement du budget, de la surveillance des dépenses et les prévisions de la santé de l'entreprise. Ici, l'audit budgétaire. Alors, l'auditeur arrive au sein de l'organisation. L'objectif de l'auditeur, c'est quoi? De faire une évaluation. Évaluation. Et ensuite, après avoir fait l'évaluation, il doit présenter un rapport. Le rapport qu'il doit présenter, c'est à base de quoi? C'est à base du contrôle de la gestion. Contrôle de la gestion mise en place dans l'entreprise et du budget, l'établissement du budget, de la surveillance des dépenses. Ici, alors, nous parlons de l'audit budgétaire, que je venais de dire. L'auditeur arrive à présenter son travail. Il s'agit de faire l'analyse et l'évaluation au niveau du contrôle de gestion. Contrôle de gestion.
Alors, cette opération, pour faire une analyse et une évaluation au niveau du contrôle de gestion, c'est grâce à des documents comptables. Les documents comptables qui donneront des informations à travers le contrôle de gestion de l'organisation. Ce sont les documents comptables qui porteront des informations. Quand je parle des documents comptables, nous avons le bilan, nous avons les balances, nous avons les grands livres, le compte de résultat. Par exemple, ce sont des documents comptables que l'auditeur doit regarder pour faire le contrôle de gestion et avoir des informations comment l'entreprise fonctionne et apporter des informations auprès des associés, auprès des gestionnaires de l'entreprise. Parce que grâce au niveau du contrôle de gestion, les actionnaires peuvent avoir des informations concernant l'état de santé de l'entreprise. C'est grâce au contrôle de gestion où l'entreprise arrive à présenter des bons objectifs ou pas. C'est grâce au contrôle de gestion mis en place. Également, l'établissement du budget. L'établissement du budget. L'établissement du budget, c'est à partir d'un document et d'un document comptable. Est-ce que réellement le document comptable qui présente le budget de l'organisation apporte des objectifs fiables? C'est un document comptable qui donne des informations sur le budget. Également, la surveillance des dépenses. C'est grâce aussi aux documents comptables. Également, les prévisions pour la santé de l'entreprise. Donc, tout le travail sera présenté à partir du document comptable. Alors, l'auditeur budgétaire, l'audit budgétaire est là pour regarder sur ces documents comptables. Ces documents comptables, comment ces documents fonctionnent, comment sont présentés ces documents. Est-ce que ces documents présentent du travail clairement sur le fonctionnement, la présentation des résultats et la chronologie du travail au sein de l'organisation par des gens qui ont la tâche de faire ce travail au sein de l'organisation. Alors, quand l'auditeur arrive sur le terrain, il prend contact avec le responsable budgétaire, le responsable comptable, le responsable de la gestion de l'entreprise, le responsable au niveau du contrôle des dépenses à travers les documents comptables qui seront présentés au niveau de l'auditeur. Il va faire une analyse, il fait une évaluation, peut apporter un rapport sur ce document. Alors, les stratégies, c'est quoi? À travers les stratégies, l'auditeur doit apporter des bonnes stratégies pour orienter. Si ces documents comptables ont présenté des défaillances, si ces documents comptables présentent des anomalies, alors l'auditeur doit orienter à présenter des bonnes stratégies sur la bonne conduite de ces documents dans les jours à venir. Alors, voilà un peu, d'une manière bref, je viens de parler sur ce qu'on appelle les champs d'intervention de l'audit. Nous allons également aborder le chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2. Nous allons aborder la conduite d'audit stratégique. Ici, nous allons étudier la conduite à tenir concernant la mission d'audit stratégique. Nous savons que pour effectuer une mission d'audit stratégique, nous avons deux caractéristiques de mission. Deux caractéristiques de mission stratégique d'audit. Donc, la première mission, nous allons voir la mission d'audit stratégique
interne. Et deuxièmement, nous allons voir la mission de l'audit stratégique externe. Voilà. Pour le premier point, la mission d'audit stratégique interne. Nous allons voir comment l'auditeur doit effectuer sa mission à l'intérieur de l'organisation. À l'intérieur de l'organisation. Comment cette mission est effectuée? Donc, les deux missions sont très différentes. Mais l'auditeur doit remplir les conditions. Avant que je ne disais pas les conditions, d'abord, respecter d'abord les normes. Les normes. Un auditeur, que je venais de rappeler tout à l'heure, pour effectuer cette mission d'audit, doit être d'abord une personne expérimentée dans le métier. Et quand il va effectuer cette mission, doit présenter un travail très propre et clair. Respecter les conditions. Garder le secret professionnel. Également, élaborer un plan de travail et à la fin, il doit présenter ce qu'on appelle un rapport. Alors, comment l'auditeur doit effectuer une mission d'audit stratégique interne? C'est la première partie que nous allons étudier ici. Bon. Voilà. Ici, nous présentons la mission d'audit stratégique interne. Tout dernièrement, je vais dire, la mission d'audit peut être effectuée en deux caractéristiques. Tout dernièrement, j'ai parlé d'audit stratégique interne et il y a aussi la mission d'audit stratégique externe. Le petit 1, c'est la mission d'audit stratégique interne. Ici, alors, toute mission d'audit est caractérisée par trois phases. Toute mission d'audit est caractérisée par trois phases. La première phase, c'est la phase de préparation. Phase de préparation. Nous sommes ici à la première phase. Phase de préparation de la mission d'audit. Deuxième phase, c'est la phase de rédaction. Phase de rédaction, c'est la deuxième phase. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase de conclusion. La phase de conclusion. Alors, les trois phases nous permettent à l'auditeur de respecter correctement ces phases. Concernant la première phase de préparation, il s'agit de quoi? La première phase de préparation, l'auditeur doit ici commencer par où? L'auditeur doit commencer par le lancement ici d'un ordre de mission. On parle ici de lancement d'un ordre de mission. La mission, l'ordre de mission. Pourquoi l'ordre de mission? L'auditeur est la personne qui reçoit mandat. Il reçoit mandat. Il ne peut pas effectuer la mission d'audit au sein d'une organisation sans qu'on lui remette mandat. Donc le mandat doit être effectué par qui? Première phase, le document de lancement. L'ordre de mission. L'ordre de mission doit être établi par la hiérarchie. La hiérarchie qui donne mandat à ce dernier d'effectuer cette mission. Donc, un document juridique qui lui permettra d'aller sur le terrain. Deuxièmement, l'auditeur fera la recherche des références de base et la documentation interne. Ici, la recherche des références de base. Les références de base, avant d'aborder au niveau de la documentation interne, les références de base ici fait allusion de quoi? La mission est effectuée par l'auditeur, arrive sur le terrain, il regarde cette organisation. Si cette organisation est reconnue selon la
l'État congolais. Par exemple, je donne l'État congolais, c'est une organisation qui est certifiée. Deuxièmement, ça ce sont les documents de base, les documents juridiques qui permettent que l'entreprise a installé dans un site pour exploiter un produit par exemple. Documentation, la documentation interne. Quand on parle ici, la recherche des documentations, la documentation interne. Ici, on parle sur les documents qui donnent l'accès, comment cette organisation fonctionne. Documentation interne. On parle de documents juridiques, on parle de documents comptables, on parle de documents économiques, on parle de documents fiscaux. Ça, ce sont des documents qui permettent à vérifier que l'auditeur peut avoir des informations fiables sur le terrain. Sans les documents, l'auditeur ne peut pas présenter les références dans le rapport. 2. L'administration d'un questionnaire de prise de connaissance. Ici, l'auditeur doit présenter un document de questionnaire qui va présenter auprès des agents qui sont dans l'organisation, parce que dans la prise de contact, l'entretien effectué par l'auditeur sur le terrain, il a un document de questionnaire qui doit remplir des questions-réponses. Questions-réponses. Au fur et à mesure que le questionnaire apporte des réponses qui l'ont en train de faire recompter sur le terrain, ce sont des éléments qui nous donnera l'accès de préparer un rapport. Également, ce questionnaire lui pourra donner aussi la vision de présenter les bonnes stratégies de l'avenir sur l'organisation. Vous allez ici également faire une analyse de la situation, de la structure de l'organisation. L'analyse de la structure de l'organisation. Quand nous parlons de l'analyse de la structure, nous avons d'abord l'identification du métier. L'auditeur arrive dans l'organisation. Il regarde comment est organisée l'entreprise sur les structures. Il y a une organigramme. L'organigramme est présenté de la première phase à la deuxième phase. Et comment est organisée cette structure? Il y a l'identification des métiers. On regarde l'identification des métiers. Lesquels qui sont là? Quels sont les responsables qui s'occupent de ces métiers selon l'organigramme? 2. La segmentation de la stratégie. Quand nous parlons de la segmentation de la stratégie, on regarde quelle est la politique que l'entreprise est en train de bâtir sur la stratégie du fonctionnement. Comment sont reparties les tâches? Comment sont regroupées les tâches afin d'atteindre les objectifs fixés par l'organisation? Ça, c'est au niveau de la segmentation. L'identification des avantages, des compétences développées par l'entreprise dans les différentes directions exploitées. Quand nous parlons ici, l'auditeur doit identifier les avantages sur la compétitivité du développement. Ici, une action est menée par l'organigramme sur le terrain d'un produit qui sera mis en vente, mais ici, on regarde les avantages. Est-ce que le produit, par exemple, qui est fabriqué par l'organisation, mis à la disposition des consommateurs sur le terrain, apporte du développement dans le cadre des avantages de l'entreprise? Donc, l'analyse est faite réellement pour regarder réellement si le produit peut apporter des résultats fiables, parce qu'il y a un problème de concurrence sur le terrain. 2. Ici également, nous avons la stratégie actuelle amenée par l'entreprise et par la matrice. Ici, nous regardons les stratégies actuelles menées par l'entreprise et par la matrice. Nous parlons de la matrice. La matrice ici, c'est un document
qui permet à présenter comment l'entreprise présente ses stratégies actuellement. C'est grâce à ce document de la matrice qui apporte également des informations au niveau de l'auditeur. Faire une analyse de la description de l'organisation. Ici, l'analyse est faite au niveau de la description de l'organisation. Pourquoi analyser? On analyse, c'est pour apporter des informations comment l'organisation est effectuée au niveau de l'entreprise. Deuxième point, la gamme de production. La gamme de production. Quand on parle de la gamme de production, on regarde le nom. Si l'entreprise, l'objectif fixé par l'entreprise, cette gamme apporte de bons résultats au niveau des consommateurs. Si la gamme de production apporte de bons résultats aux consommateurs, nous avons aussi des informations. Si les informations ne sont pas bien présentées, alors la gamme de production ou le produit fabriqué sur le terrain ne peut pas apporter de bon développement. Tout cela, les informations sur la gamme de production est rapportée au niveau des actionnaires. Parce que l'objectif ici de l'entreprise est de fabriquer un produit. Mais ce produit représente une gamme qui sera mise sur le terrain en satisfaisant, en donnant des réponses sur les consommateurs. Mais si la gamme de production fournie par l'entreprise n'apporte pas des informations fiables, cela aussi donnera comment faut-il remonter les stratégies, comment faut-il aborder des stratégies qui seront données par l'auditeur. Pourquoi cette gamme ne donne pas de bons résultats? Pourquoi cette gamme de production donne aussi des bons résultats? Tout ça, c'est des informations qui seront découvertes par l'auditeur sur le terrain. Alors, là aussi nous avons positionnement des produits, de l'offre de l'organisation. Également aussi ici, c'est la politique de l'offre sur le terrain. Cette gamme de produits, l'offre ici sur le terrain, quel est le résultat de l'offre du produit fabriqué sur le terrain? Alors, est-ce que ça apporte l'amélioration ou ça apporte des inconvénients sur le terrain? Alors, ces informations, c'est l'auditeur qui doit découvrir l'offre du produit sur le terrain. Alors, si l'offre apporte des avantages, si l'offre apporte des avantages, alors c'est bénéfique sur l'organisation. Mais si l'offre n'apporte pas des avantages, il y a un problème. C'est à partir de là, l'auditeur apporte des bonnes stratégies pour l'avenir, remonter cette pente, apporter des solutions dans les jours à venir. Nous avons également le réseau commercial. On parle du réseau commercial. Ici, toujours je prends dans le cadre d'un produit qui sera fabriqué sur le terrain. Quand le produit est fabriqué sur le terrain, on regarde le réseau commercial, le contact, où le produit sera mis à la disposition. Quelles sont les personnes qui vont s'intéresser sur le marché? Le marché commercial. Quel est le contact que l'entreprise a mis en contact avec les gens qui s'intéressent aux produits? Donc, le réseau commercial. On regarde les consommateurs qui sont à l'extérieur de l'organisation. Est-ce que les relations qui se passent avec les consommateurs à l'extérieur de l'organisation apportent des avantages ou non? S'il n'y a pas des avantages, alors ça pose problème. S'il y a des avantages, alors le réseau commercial, alors au niveau du réseau commercial, je prends l'exemple, le réseau commercial, nous allons voir par exemple la voie navigable, la voie fluviale ou le chemin de fer. Ce sont des réseaux qu'on peut livrer, mettre à la disposition de nos consommateurs un produit. Est-ce que ces réseaux utilisés pour l'acheminement du produit sur le terrain apportent des avantages ou des inconvénients pour l'entreprise, pour l'organisation? Alors, ce réseau donnera toujours des informations. Alors, l'auditeur doit avoir des informations sur ces réseaux. Et ensuite, l'appareil de production. L'appareil de production, ici quand nous parlons d'appareil de production, on regarde sur le terrain. On regarde sur le terrain également
sur le terrain, nous sommes dans l'entreprise, l'appareil de production. On regarde réellement, est-ce que la production se passe réellement normal ou anormal, ou la production de ce produit, il y a un problème de défaillance du fonctionnement. Alors, ça aussi, au niveau de l'appareil de production du produit, nous avons aussi des informations. Or, l'auditeur doit avoir aussi des informations sur le fonctionnement de ce produit sur le terrain. Ici, là, nous avons le potentiel humain. Quand on parle du potentiel humain, on regarde également les conditions dans lesquelles le service des ressources humaines travaille, les conditions de travail mises à la disposition des travailleurs, leur manière de travailler, leur filière, leur capacité. Tout ça, l'auditeur doit avoir des informations également. Alors, voilà d'une manière générale la mission d'audit stratégique interne concernant la première phase de préparation. Première phase de préparation. Donc, nous avons dit au départ, il y a la phase de préparation, deuxième phase, la phase de rédaction et la phase de conclusion. Ce que je vais vous présenter ici, c'est la phase de préparation. Qu'est-ce que l'auditeur doit faire? Voilà les conditions que l'auditeur doit exécuter pendant la première phase de préparation de sa mission. Préparation de sa mission. Voilà. Voilà ici le renoncement de l'ordre de mission que je viens de vous parler, la recherche des références, des bases dans les documentations internes, l'administration d'une dernière questionnaire, de prise de connaissances et une analyse de la structure. L'analyse de la structure, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise? Comment est organisée cette entreprise? Comment fonctionne cette entreprise? De la première phase et à la dernière phase. Donc, on regarde les structures de l'organisation. Ici, comment fonctionne l'entreprise. Voilà ce que je vais énumérer. L'identification des métiers, segmentation de la stratégie, ainsi de suite, jusqu'à la dernière phase, potentiel humain, les conditions de travail. Alors, je viens de présenter la première phase de la mission d'audit stratégique interne, que je viens de présenter ici, la phase de préparation, également le contenu est là devant vous. Et prochainement, nous allons aborder la deuxième phase de rédaction. La deuxième phase de rédaction de la mission d'audit stratégique interne. La deuxième phase. Donc c'est le cours que nous allons voir prochainement. Merci mes chers collègues étudiants en master.